Les DSI font face à de nombreux challenges aujourd'hui. Ils ont bien évidemment déjà à faire fonctionner leur environnement traditionnel. Environnement qui évolue à une vitesse grand V, avec des métiers qui souhaitent de plus en plus intervenir, prendre des décisions, voire même gérer leur propre budget sans en référer à la DSI. Donc la DSI, sa principale préoccupation aujourd'hui, c'est comment je peux être sans reproche sur l'informatique traditionnelle d'aujourd'hui ou d'avant-hier, diront certains, pour que je puisse être entendu et apporter de la valeur ajoutée aux métiers qui voient leur changement très important lié à la numérisation, à la transformation digitale qui les impacte, je dirais, à 100%. La transformation digitale peut, je dirais, être vue de différents angles. La première chose, c'est, on peut commencer par ça parce que c'est une explosion énorme, c'est l'Internet des objets. Voire même, comme on dit aujourd'hui, l'Internet du tout, Internet of Everything en anglais. Tout est connecté. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de données qui sont accumulées. Ces données-là, jusqu'à présent, elles étaient stockées. Et en se disant qu'à un moment donné, grâce à des technologies de big data, de data mining plus exactement, on va être capable de les exploiter et de pouvoir donc prendre des dispositions, influer la stratégie pour demain. Toute l'évolution actuelle à laquelle les DSI font face, c'est qu'on a besoin d'être instantané dans l'analyse de ces données. Et c'est là où il y a le véritable sens du big data. Donc les DSI, il faut qu'ils mettent en place l'ensemble de ces infrastructures pour permettre d'augmenter la productivité, de diminuer les coûts, parce que c'est quand même toujours un critère important, de satisfaire ou d'améliorer la satisfaction du client. L'intelligence artificielle est un sujet dont on parle depuis, je dirais, de nombreuses années. Un sujet qui, il y a 25 ans, était déjà, je dirais, prévu pour pouvoir impacter immédiatement dans les années qui suivent la vie de tous les jours. Force est de constater que ça a pris du temps. Mais qu'aujourd'hui, ça devient une réalité. Donc le quantique, il est véritablement aujourd'hui dans une perspective de réalité qui va permettre véritablement d'aller vers de l'intelligence artificielle. On l'utilise de plus en plus, y compris dans des métiers comme ceux de l'infogérance, pour pouvoir faire du cognitif, pour pouvoir, encore une fois, être en mesure d'analyser ce qui se passe et d'apporter des réponses claires et précises à des incidents et, somme toute, pouvoir prévoir, mieux prévoir, et donc d'être en anticipation plutôt que d'être en réaction. Il y a un grand secteur d'activité où ça va être véritablement visible, ressenti par nous tous, c'est la santé. Donc l'intelligence artificielle, ça devient une réalité. Le mot quantique associé à l'intelligence artificielle va nous permettre dans les 5 à 10 ans à venir de faire des bonds colossaux qui nous aident même à nous, proches de ces évolutions technologiques, difficilement explicables, avec des explications difficiles à fournir. Car on apprend pratiquement au fur et à mesure qu'on avance. Bien souvent, je suis interpellé par des DSI qui me posent la question, mais votre futur, c'est votre passé. Les GAFA sont là, viennent nous proposer des solutions qui, sont toute mesure, permettent de nous affranchir de sociétés de services, d'entreprises de services numériques, comme on dit aujourd'hui, telles qu'Atos. Ce que nous pouvons leur répondre, et ce que je leur réponds, c'est que notre rôle est avant tout, d'abord, un rôle d'intégrateur. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable de prendre en compte les aspects technologiques liés à des métiers. Pas pour rien que Atos, notre motto est de dire nous sommes des business technologistes. C'est là la grande différence avec les GAFA. Les GAFA viennent avec un modèle, vous le prenez ou vous ne le prenez pas. Mais ils ne viennent pas essayer de comprendre quels sont vos besoins et comment votre entreprise va évoluer, comment elle peut avoir besoin d'intégrer plusieurs solutions pour satisfaire les besoins de son évolution, pour satisfaire sa stratégie. Donc notre grande force,
c'est d'être vraiment et d'être resté un intégrateur capable de mesurer, de comprendre les évolutions technologiques et le lien très fort avec les évolutions des métiers et des process. Lorsqu'on nous demande comment vous comparez avec les autres grands intégrateurs du marché, ma réponse est très simple. C'est la capacité véritablement de fournir du service et du produit de bout en bout. C'est que véritablement, on est une structure, on est une société qui est capable d'apporter aussi bien des réponses au niveau des produits, et on est le dernier concepteur, fabricant de supercalculateurs et de calculateurs en Europe, mais également de pouvoir apporter dans la chaîne de valeur des solutions soit en mode SaaS, soit en mode PaaS, soit en mode traditionnel d'intégration et d'infogérance. On a un contrat avec le Comité international olympique depuis 2002, qui est étendu jusqu'en 2024, et nous sommes responsables vis-à-vis du Comité international olympique et de la ville qui est l'hôte des Jeux olympiques, de l'ensemble de l'infrastructure et des applicatifs liés à ces Jeux olympiques et à leur bon déroulement. Même si une partie des contrats qui lient la ville hôte des Jeux à un prestataire, si ce contrat n'est pas sous notre responsabilité directe. Ça, c'est un grand différenciateur. Avoir la capacité, grâce aux accréditations, pour tous les athlètes, tous leurs accompagnements, tous les journalistes, toutes les personnalités politiques, avoir la capacité de délivrer cette accréditation qui vaut pour visa pour rentrer dans un pays, est un autre élément différenciant. Parce que ça veut dire que les États reconnaissent notre savoir-faire en la matière. Donc le fait qu'on ait et qu'on soit ce partenaire maintenant depuis quelques années du Comité international olympique et que le Comité international olympique continue à nous faire confiance jusqu'en 2024, c'est un engagement fort de bien comprendre les évolutions de la demande du Comité international olympique, mais également des villes qui seront choisies pour pouvoir accueillir ces Jeux, pour diminuer leurs coûts, tout en augmentant les services, la qualité des services, dans un souci permanent de zéro défaut. Est-ce que je me vois mal demander à Usain Bolt ou à Renaud Lavillenie, désolé, mais on a eu un petit problème, est-ce qu'on peut recourir le 100 mètres ou est-ce que tu pourrais, monsieur Renaud Lavillenie, ressauter 6 mètres et quelques à la perche, par exemple, hein? Pas possible. Hein? Donc il faut que ça fonctionne sans aucun problème, d'une manière transparente, tout en assurant la qualité et la sécurité de tous. C'est comme si vous aviez une ville de 200 000 employés fournissant un service à plus de 4 milliards de clients. On est véritablement dans des terabytes d'informations. Tout cela, encore une fois, géré pour pouvoir le distribuer en moins d'une demi-seconde. C'est ce qui fait la force des journalistes qui sont capables de vous décrire la biographie, les dernières performances de tel et tel athlète, ou de pouvoir vous donner des résultats avant même que la photo finish vous donne la conclusion. Quand on me parle de l'évolution des données gérées, bon là on parle de zeta, hein, on a parlé de tera, de péta, maintenant de zeta, octet, et je me dis mais oui, mais le zeta octet c'est déjà pratiquement hier. Donc comment on va parler demain? Quand on dit que les objets connectés vont générer, c'est une information souvent 15 téra d'euros, j'ai même moi du mal des fois à l'exprimer, hein, de croissance de business. Parce que ça me semble tellement énorme que comme on ne parle plus de millions d'euros, on ne parle plus de milliards d'euros,
On parle de 1000 milliards d'euros. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Franchement, les chiffres font peur aujourd'hui. Et comme vous pouvez le voir, je ne suis pas un débutant. Quand j'ai commencé dans le domaine de l'informatique, je me battais avec des octets, qui est d'ailleurs assez intéressant aujourd'hui par rapport à une problématique agile DevOps. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'agile, du DevOps, parce que c'est vrai que dans ce monde où il faut être rapide dans le déploiement de solutions, on n'est plus à même de passer par le cycle traditionnel où j'exprime un besoin, je le transforme en spec fonctionnel, ensuite en spec technologique, je fais de la programmation, je fais du test d'abord du côté informatique, puis ensuite du test utilisateur, puis je le mets en production, etc. etc. Aujourd'hui, on est obligé de travailler par itération successive, où on mélange donc des gens du métier et des gens de la technologie, d'où l'expression du modèle agile. Mais ça, on ne peut même plus le faire aujourd'hui simplement au niveau logiciel. On est obligé de prendre en compte l'infrastructure qui va supporter ces logiciels. Et de pouvoir faire évoluer donc également l'infrastructure au fur et à mesure de la mise en place de ces logiciels et de leur utilisation. Donc c'est vrai que l'agile et le DevOps, c'est lié un petit peu avec tout ce qui est la technologie des objets connectés, avec le big data, l'instantanéité de la gestion des informations, et c'est quelque chose qui permet à une société d'être devant sa concurrente ou derrière sa concurrente si elle ne le maîtrise pas. Donc on revient un petit peu à ce que certains ont connu il y a une trentaine d'années ou une quarantaine d'années, où il faut être certain de pouvoir, encore une fois, développer rapidement, mais tout en gardant la sûreté, la sécurité, parce qu'aujourd'hui, évidemment, vous êtes dans de la réinvention de métier, mais il faut garder de l'excellence opérationnelle, il faut garder la confiance, la sécurité de tout ça, et puis il faut que le client final soit toujours aussi satisfait qu'hier. Les modèles de sourcing évoluent. La France, d'ailleurs, est un peu en retard, comme la plupart des pays d'Europe du Sud, sur la vague de l'offshoreisation, de nearshore, d'utilisation, je dirais, de ressources, utilisant la différence de coût pour pouvoir permettre aux entreprises de diminuer leur coût d'opération ou de coût de développement de projet. Avec Agile DevOps, oui, on peut toujours, malgré tout, faire du multi-sourcing, parce que les technologies évoluant, la présence physique n'est pas nécessaire. Donc on peut toujours conserver, même dans un modèle agile, DevOps, du sourcing multi-site, site distant. Puisque ce qui est important, c'est de pouvoir travailler ensemble, et grâce aux méthodes de vidéoconférence, de communication unifiée, ça permet d'utiliser la force, je dirais, de ressources déportées, associées à des présences de ressources front office, comme on dit, qui est présente en France. Et si je reprends les différents métiers, la problématique de sourcing évolue également. Il est vrai que dans l'infogérance, et ça a été une des grandes tendances également des DSI, les DSI ont décidé pendant quelque temps de dire l'infrastructure, l'infogérance, c'est une commodité, donc je peux la déléguer, soit dans des modes outsourcing, soit dans des modes insourcing. Et là, la recherche, je dirais, de sourcing déporté a été un élément important pour continuer à fournir de la qualité, mais à un coût diminué. Ceci change, parce qu'on fait de plus en plus appel à la robotisation, y compris dans des domaines d'infrastructure, voire à du cognitif, dans la gestion de centres d'appel. L'arrivée de l'intelligence artificielle, de l'opérateur virtuel. Dans le domaine de l'intégration de systèmes, dans le domaine de la mise en place de nouveaux applicatifs,
il est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de passer plutôt, parce que c'est encore fait par tendance et non pas de manière généralisée. Il y a d'abord ceux qui utilisent des solutions SaaS et ceux qui utilisent toujours des solutions, je dirais, développées à partir de logiciels et autres. On est dans un stade intermédiaire entre toujours des grands forfaits, et les grands forfaits s'appliquent nécessairement pour faire de la maintenance applicative. Quant à le développement de nouvelles applicatifs, la mise en place de logiciels, c'est un mélange de forfaits, temps, time and materials. Comme je dirais, donc c'est un engagement de réussite, tout en gardant une certaine flexibilité par rapport aux ressources nécessaires. La France utilise encore pour beaucoup des demandes explicites de ressources ou de groupes de ressources pour accompagner les entreprises. Et même en mode agile, on nous demande aujourd'hui fréquemment d'avoir des ressources disponibles pour des plateaux de 20 à 80, 100 ressources agiles, tout en nous disant que l'évolution de la demande peut aller très vite. D'une semaine à l'autre, on doit être capable de pouvoir mobiliser, si on avait un plateau de 80 personnes, de pouvoir en mobiliser une vingtaine de plus. D'où la nécessité également d'avoir non seulement ce qu'on peut appeler du front office traditionnel, c'est-à-dire des ressources qui sont disponibles localement et géographiquement en proximité du client, mais également de pouvoir faire appel à de la ressource back-office qui est et qui va travailler comme si elle était en front office. Les contrats, je dirais, traditionnels au forfait dans tout ce qui est mise en œuvre applicative restent encore aujourd'hui un élément essentiel dans la relation contractuelle avec nos clients. Ils demandent bien évidemment de plus en plus des engagements de productivité ou d'amélioration de la productivité, de réduction des coûts. Donc de dire, si je vous donne la gestion de toute ma TMA, la maintenance applicative, je souhaite que le nombre d'applications également diminue, et donc que le coût pour maintenir mes applications diminue. Ce qui va me permettre de réinjecter des fonds pour développer des nouvelles applications ou d'aller vers du mode agile DevOps demain. Donc il n'y a pratiquement plus de contrats pluriannuels qui n'incluent pas des engagements fermes de réduction de coûts, d'amélioration de la productivité, de réduction des environnements d'infrastructure, réduction des coûts de maintenance des logiciels ou des machines associées.